Ok, 24 décembre 2001. Voilà 4 semaines interminables dont je me souviendrai à perpétuité, car au début mon cerveau est sous le choc, à un degré si élevé que je suis incapable de réfléchir. Je ne trouve donc aucun moyen pour me soustraire de cet environnement familial corrompu. Et même si je méprise mon corps, et même si j'abomine ce maniaque impénitent, et même si le sommeil me tourne le dos à longueur de nuit, et même si une envie pressante de le dénoncer me taraude si souvent, seul ce coutelas affûté en acier inoxydable qui ne le quitte jamais plus m'accule à aliéner ma liberté, mais la pression est si énorme dans ma petite tête que, pour ne pas sombrer dans une démence précoce, pour ne pas croupir dans l'infamie, pour ne pas perdre la vie avant le terme décidé par le Créateur, je reste digne, silencieuse, imperturbable devant mon oncle chaque fois qu'il lui prend l'envie de surgir dans ma chambre, une fois ses filles endormies, pour m'astreindre à lui ouvrir les jambes, car pour lui mon corps est pareil à la coupe d'indignité, d'infidélité, d'iniquité que tout incube exhibe, tout seul dans l'obscurité et le bâillonnement de la nuit, mais avant même que la main de mon violeur incurable ne soulève ma robe et que ses doigts ne descendent ma petite culotte jusqu'au bas des orteils, je projette le vide total autour de mon âme et de ma conscience, et ainsi j'anesthésie mes instincts suicidaires. Je pense alors que cette synergie que j'ai réussi à mettre au point, au fil de mes agressions inconcevables, qui finissent par procurer à mon esprit des sortes de strates d'immunité purificatrice au milieu de ce marécage d'horreur, en vérité à la lumière de cette dépravation dont je suis la cible du jour au lendemain de mon arrivée à La Réunion, je passe de l'admiration de l'île à la trahison familiale, de la trahison familiale à l'humiliation, de l'humiliation à la torture. Je perds tout repère, tout sentiment, toute confiance, d'un instant où mes yeux découvrent le vrai visage de l'ignominie, c'est-à-dire celui du mari de ma tante. Une fois mes oreilles s'en rappellent fort bien encore, la perversité pousse ce démon de minuit à me réveiller en me piquant les fesses, avec ce coutelas de boucher qui me donne toujours des frissons de terreur dès que j'aperçois son manche. Ce qui concerne sa lame, même Satan s'armerait d'un bouclier pour me traumatiser encore davantage. Mon oncle n'a pas trouvé mieux que de jeter ce maudit coutelas sur le dallage de la chambre, car, comme tout sadique qui se respecte, il prend un plaisir certain à me mettre sur les nerfs. Il n'ignore pas que le tintement aigu du métal fait vibrer mes tympans qui me transmettent ce son du malheur jusque dans les profondeurs de mes intestins grêles, le cœur meurtri. Je ne peux esquisser le moindre geste et mes yeux se taisent. Alors l'instant d'après, une poussée d'adrénaline éjecte mon drap par terre, mon matelas se tasse sous le poids de mon tortionnaire attitré, les jointures du lit hurlent au scandale, le drap housse et la tête d'oreiller se réveille pétrifiée, témoins et hontés, voyeurs à faune, complices impuissants, les voilà eux aussi incapables d'extérioriser leur révolte, de se mutiner, de briser ce secret abominable, tout comme moi d'ailleurs, ils risquent de l'emporter dans la tombe pour l'éternité à cause du tranchant de cette arme blanche qui trône sur leur poitrine et leur ventre. Voilà la raison pour laquelle parler de mon calvaire est impossible. Et pourtant, en gardant le silence, ils se font, malgré leur indignation, les alliés intimes de mon abuseur impénitent à cause de leur mutisme. La honte harponne leur cœur, à l'instar du draous et de la tête d'oreiller. Moi aussi j'ai honte d'ouvrir les yeux. Ma peau a honte, ma chair a honte. Mes veines ont honte, mes os ont honte, ma moelle épinière a honte. Une honte abjecte, basse, dégradante, déshonorante, humiliante, indigne. Une honte de toutes les honteries de la terre. Car la honte annihile le cerveau. La honte atrophie les muscles. La honte est pire que l'indigence. C'est le dénuement complet, total, radical des sentiments humains chassés du paradis. Adam n'a pas pu supporter sa honte lorsqu'il a vu sa nudité lui pendre entre les jambes. Il a plié la nuque, baissé les paupières, car la honte est plus lourde que le chagrin. La honte engendre le désespoir. En goûtant aux fruits défendus, l'homme originel a désobéi à Dieu là-haut au ciel. C'est un crime irréparable, un crime inexpiable, un crime infructueux qui l'expulse aussitôt du paradis. Certes, mon oncle n'a pas goûté aux mêmes fruits défendus par l'Éternel, mais
en s'emparant de mon corps et en usurpant mon hymen par son inconduite immorale, immonde, imprédictible, le mari de la petite sœur de ma mère transgresse le plus irrémissible de tous les interdits terrestres. Ici-bas, il devient le premier homme de la case à commettre un inceste, crime abominable, crime irréparable, crime crapuleux, dans cette soirée du mercredi 28 novembre 2001, d'autant plus que je n'ai que 12 ans. La honte ensevelit mon être comme le fossoyeur ensevelit un cadavre en jetant de la terre dans sa tombe, pelleté par pelleté. Certes, les gens affligés pleurent parce qu'ils ont perdu leur mère, leur père, leur sœur. Moi, ma vie est inique. Et cette iniquité est l'œuvre unique du père de mes cousines germaines, puisque c'est lui qui chaque soir cambriole mon intimité, démantèle ma pudeur à cause de ces intempéries émotionnelles que je reçois de plein fouet, comme une falaise reçoit de plein fouet les vagues ahurissantes d'un océan démonté par un cyclone tropical. Ma honte est aussi démesurée que l'horizon qui délimite l'infini, et c'est ainsi qu'à ma décharge, je me retrouve au centre d'un univers avunculaire inouï, un univers sans repère moral, un univers sans limite dans l'avilissement, un univers sans foi ni loi, un univers de viols incestueux à répétition où la fiction est conduite à la réalité et immole sur l'autel de la dépravation des mœurs une petite fille sans voix au chapitre. Moi, parfois, quand mon oncle me prend, mon esprit est si loin de mon corps que j'ai l'impression que c'est le sommier qui s'accouple de nouveau avec mon matelas. Le matelas prostré, qui pareil au drap houssé à la tête d'oreiller, a perdu lui aussi la langue depuis fort longtemps. Et moi, cassé, déprimé, anéanti, comme la nature au lendemain de cyclone, je me résigne à abandonner mon corps à ce monstre au crâne déchaussé et à la barbe poivre et sel. Après 5 nuits sans répit, j'ai conclu qu'au fond, ce n'est pas moi qu'il veut. Seul mon petit corps chétif l'intéresse et rien d'autre que mon corps, un corps immature d'une fillette quasi imberbe, quoi de plus appétissant pour un vieux démon. Et puis au bout d'un mois, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas mon corps qu'il désire. C'est mon sexe miniature, bien frêle, bien chaud, qui le captive, qu'il veut râper comme une noix de coco fondue. Et dire que le pourtour de mes cuisses est aussi étroit que les manches de son boubou de mosquée. Malgré cela, même dans l'obscurité, ses yeux globuleux ne voient en moi qu'une proie. Non pas une proie, mais un trophée. Disons plutôt un jouet enclavé à perpétuité dans une grotte que seule son aveuglante vilainie peut atteindre au gré de ses envies. Et lorsque mes jambes raidies par l'effroi lui entravent le passage, mes oreilles entendent son coutelas nouveau ressasser le long de ma gorge desséchée, cette insupportable rengaine qui résonne encore et toujours dans ma conscience, comme un dingle funeste qui prélude l'émission nécrologique locale. Si tu dis un mot, un seul mot, je te tue, je te décapite, je te découpe comme des ailes de poulet et je jette tes viscères et les restes de ton squelette au chien. À ce moment crucial, la pointe de l'effroyable coutelas me soulève une paupière pour me signifier que l'enfer n'est jamais loin du purgatoire. Alors, mon corps se retrouve empêtré dans une transgression sans fin.